Bienvenue sur Actionneur pour cet épisode totalement dédié à Mission Impossible Fallout. Ce podcast sera découpé en deux parties. La première partie sera sans spoiler, nous donnerons notre avis général sur le film, tandis que dans une seconde partie, nous reviendrons plus en profondeur sur le dernier épisode de cette franchise en mode full spoiler. Pour parler du dernier long métrage de Tom Cruise, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par le Ethan Hunt de Savoie, Thibaut. Salut Thibaut. Salut, quelle présentation élogieuse. Je suis content d'être venu, rien que pour ça, ça allait le coup. Je peux partir maintenant, c'est bon ? C'est bon. Allez hop, au revoir. C'est fini, au revoir, c'était Actionneur numéro 3. Alors, quelle est ton impression sur Mission Impossible Fallout ? Forte impression, ce film a fait une très très forte impression, en tout cas à son premier visionnage pour l'instant, mais j'ai l'intention de le revoir, dans les conditions qui ont été les miennes vendredi dernier, puisque c'était en IMAX, donc vraiment optimisé pour le coup les conditions de visionnage, surtout que le film utilise pas mal cette technologie, et on a vu qu'il y avait plusieurs séquences qui méritaient le plus grand écran et le meilleur son possible, et je regrette pas d'avoir payé 17€, ce qui est relativement rare en fait dans ma vie de cinéphile. J'ai trouvé que le film était assez époustouflant du côté de l'action et de la mise en scène. Enfin, c'est un vrai travail d'orfèvre qui, comme on en a rarement vu ces derniers temps, à part peut-être Mad Max Fury Road qui serait l'exemple qui vient le plus rapidement en tête. Et du coup, j'ai beaucoup apprécié cet épisode-là, même si j'ai trouvé, avec un peu de recul, que le scénario m'avait moins captivé en fait que le précédent. Je trouve assez étrangement que le film est meilleur j'avais beaucoup aimé le 5e, et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, c'était mon préféré, et je me demande si celui-là n'est pas devenu mon préféré, mais d'un autre côté, tu ne peux pas résister au charme de Tom Cruise dans ce genre de cascade complètement folle. Et de l'autre, tu te dis aussi, c'est dommage, parce que je vois aussi que le scénar est vraiment articulé autour des grosses séquences d'action du film, ce qui est toujours le cas dans un Mission Impossible, mais là j'ai trouvé que c'était plus visible que dans le précédent, qui à mon sens faisait un meilleur travail pour essayer un petit peu de camoufler tout ça, introduisait le personnage d'Ilsa Foss pour créer un petit peu de suspense. Là globalement le film est un peu plus sur un rail, mais quel putain de rail, énorme parc d'attractions, looping, la tête à l'envers, tout ça quoi. Alors c'est vraiment un paradoxe, parce que j'ai écouté il y a peu une interview de Christopher McQuarrie qui expliquait que il avait, contrairement au précédent film où toutes les scènes d'action avaient été écrites et ils savaient pas dans quel ordre ils allaient les monter, là ils ont essayé de faire tourner l'histoire autour des personnages, et que c'était les personnages et non l'action qui allait être les moteurs du truc. Ouais. Tu le sens, moi je trouve que ce film, le dernier, Fallout, est beaucoup plus organique dans cet aspect-là, même si je suis comme toi, hein, le scénario est assez trop classique. Ouais, on est revenu sur ce qu'on disait dans l'épisode précédent par rapport à Ghost Protocol en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un MacGuffin très identifiable qui en l'occurrence encore une fois une arme nucléaire, et il faut aller la retrouver quoi. Oui, de toute façon, limite, c'est déjà un spoil que d'avouer ça, mais c'est tellement léger au sein du film que c'est presque triste, quoi. Ouais, quelque part. Mais on reviendra dessus dans la partie non-spoiler pour pouvoir un petit peu creuser. Ouais, carrément. Mais c'est marrant ce qu'il dit du coup Macquarie par rapport au fait que le film soit centré sur les personnages, parce que je comprends tout à fait ce qu'il veut dire, au sens où il y a vraiment de vraies confrontations entre les différents membres de l'équipe, etc. Mais paradoxalement, je les trouve moins intéressantes que quand elles arrivaient dans le précédent film, ou peut-être même dans le 4e. Et je pense d'ailleurs que pour la première suite directe d'un Mission Impossible, si t'as pas vu le précédent, je pense que tu perds du coup des trucs au change là-dessus, notamment dans la relation Ethan et Ilsa Faust. Je pense que si t'as pas vu Rogue Nation, tu perds quand même une grosse partie de leurs échanges et en quoi leurs personnages font avancer l'histoire. Je pense que ça paraît très caricatural pour quelqu'un qui a pas vu le précédent. Après, c'était juste une petite note que j'avais envie de placer à part, et c'est l'un des rares trucs qu'on pourrait reprocher au film, même si c'est entre guillemets les défauts de sa qualité, puisque c'était la première fois qu'on avait une suite directe. Après, moi, le rapport avec Ilsa Faust, j'en reparlerai beaucoup dans la partie spoiler, mais je trouve qu'il y a un passage qui devient faible dans la deuxième partie du film. Alors, je sais pas si c'est lié au fait que Tom Cruise s'est blessé, donc s'est cassé une jambe au cours du film, et
donc l'actrice Rebecca Ferguson, est tombée enceinte aussi. Et donc elle était enceinte au moment notamment en Afghanistan et ainsi de suite. Est-ce que ça a joué dans cette partie de son rôle ? J'évite de spoiler, je sens que je suis à la limite. Ouais, tu t'approches. Et donc, je trouve qu'il y a quelque chose dans la nature des personnages, de ce personnage-là en particulier, qui, je trouve, c'est affadi par rapport au précédent film. Là où je trouve que Tom Cruise, au contraire, il a vachement travaillé. Je trouve que ce qu'on trouvait dans l'épisode de Mission Impossible 3 de J.J. Abrams, c'est-à-dire un retour un peu sur ce personnage, travailler un petit peu plus, même si Tom Cruise, enfin Ethan Hunt, est le personnage du show don't tell, c'est-à-dire qu'il n'existe que par ses actes. Ouais, effectivement. Mais là, il y avait quand même de la profondeur, aussi parce qu'on retrouve Michelle Monaghan, et qui est un personnage qui reste important, même si c'est assez satellite de l'histoire. Elle est là que pour donner du corps à l'histoire, que pour donner du corps au personnage d'Ethan Hunt, et notamment dans la relation qu'elle a avec Ving Rhames, qui est plutôt intéressante. Et d'ailleurs, c'est ce passage-là qui crée un lien avec tous les autres films, parce que là, vraiment, c'est la quintessence des Missions Impossibles. Ouais, je voulais revenir sur cet aspect-là justement parce que je crois qu'on en avait beaucoup parlé dans l'épisode précédent, mais Rogue Nation avait ce côté un petit peu best-of de plusieurs épisodes, notamment la scène de la moto qui faisait forcément penser au John Woo. Et là, j'ai l'impression que du coup, il a refait le best-of, mais avec des éléments qu'il n'avait pas pu mettre dans le précédent film. Donc notamment le côté un peu plus, l'exploration un peu plus profonde du personnage de Ethan Hunt qu'on trouvait dans Mission Impossible 3 de Abrams. On retrouve aussi une séquence qui fait fortement penser à la toute première scène du premier Mission Impossible. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça qui rappellent qu'il n'avait pas forcément fait le tour des hommages qu'il voulait faire, donc il va les faire au milieu du film. Et je trouve que ça marche assez bien parce que il le fait pas forcément en mode c'est plus fort, c'est plus gros, etc. C'est juste modernisé et assez élégant en fait. Pas trop lourd comme un film qui aurait rien à te raconter mais qui ressasse un petit peu les séquences que t'as aimées dans les films précédents. Là, il les ramène vraiment sur le devant de la scène et tu fais ah putain, c'est vrai qu'il y avait ça dans la franchise Mission Impossible. Et c'est cool de le revoir quand même en 2018 et qu'on ne s'interdise pas certains gimmicks, certaines blagues. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'il puisse encore faire ce côté compile un petit peu de Mission Impossible. Mais ça reste totalement organique dans le film, hein. C'est ça qui est génial, c'est que j'ai vu dernièrement Skyscraper avec Dwayne Johnson. Quel enfer. Et la réalisation est totalement pompier, et j'ai l'impression que le gars il s'est mis tous les films de tour qu'il a vus, et il a récité comme ça toutes les scènes. Donc t'as d'ailleurs un repompage de la scène de Mission Impossible de Brad Bird, où t'as Dwayne Johnson qui se met du scotch à la place des gants qui collent pour escalader l'extérieur d'une tour. T'es là, tu fais mince quoi. Bah en fait, ce film, c'était que des films qu'on avait déjà vus, mais en moins bien, compilés dans un truc d'1h30, dans une espèce de soupe dégueulasse. Donc n'allez pas voir ce film, donnez plutôt votre argent à Fallout. Mais d'ailleurs, moi, ce qui était super intéressant, c'est que je l'ai vu donc après Mission Impossible. Et alors déjà, l'aspect vertigineux... Ah ouais, non, c'est ça. C'est vraiment... j'ai fait une Jean-Claude Van Damme, un grand écart facial total et absolu. Ouais, hein. c'est clair. Non, mais c'est vraiment... C'est très impressionnant de voir ce décalage entre donc un film bien réalisé, bien raconté, et d'une certaine manière qui repose aussi sur des ressorts comme ça, qui sont le vertige, une espèce d'action... alors, chez Macquarie et avec Tom Cruise, il y a vraiment une action trépidante, où les scènes d'action sont excessivement bien écrites, où t'as pas que de money shot, c'est-à-dire que t'as des rebondissements, ça raconte quelque chose, c'est pas ça monte, ça descend, on est vraiment dans un roller coaster. Et c'est pas un roller coaster gratos comme peut l'être Skyscraper, qui des fois essaye d'amplifier un effet qui n'existe pas en premier lieu, tu vois. Et surtout c'est très linéaire plein dans de ça. plans et bah c'est on va pas faire un podcast sur Skyscraper, mais c'est vrai
si on veut comparer les deux gros actionneurs du moment, t'as vraiment d'un côté l'espèce d'envie de dire ok, on est méga nostalgique de Die Hard et de tous ces films et on va essayer de le faire à l'ancienne en introduisant de nouveaux éléments, comme par exemple le fait que Dwayne Johnson n'ait qu'une seule jambe, enfin a été du coup amputé de l'une de ses jambes, alors qu'en fait ça sert très peu le film, ça ne sert aucun propos. Et de l'autre, t'as des films d'action qui, comme Fallout, sont faits entre guillemets de manière, j'ai presque envie de dire artisanale, quoi. Il y a très peu d'effets numériques dans le film. Et ça surprend des fois vu la nature des scènes, sans trop vous en dévoiler, puisque peut-être que vous n'avez pas vu tous les trailers, etc. Mais il faut pas voir tous les trailers parce que malheureusement t'as vu tous les trailers, t'as vu toutes les grosses scènes, c'est un peu dommage. Ouais, c'est un peu dommage, mais en même temps, pour avoir revu le trailer, parce que j'ai été voir Ant-Man and the Wasp le lendemain, et ben je me suis dit c'est marrant, du coup en revoyant le trailer, je m'imaginais quand même un tout autre film. Et du coup on reviendra dans la partie spoiler parce que du coup il y a des éléments qui m'ont déçu mais que je ne pourrais pas évoquer ici. Après il y a d'autres éléments que j'attendais fortement et qui m'ont fait bien plaisir, et notamment j'ai trouvé que Henry Cavill était assez terrifiant. Et je m'attendais pas en fait à le trouver un peu comment dire, malaisant, c'est pas un joli terme, mais j'avais vraiment l'impression que quand il arrivait à l'écran il y avait un truc pas très net et il a cette espèce de présence physique avec une tête mi-gentille et en même temps capable d'éclater et de virer au démon en quelques secondes, que j'ai trouvé assez appréciable. Et vraiment surprenante de sa part. Après, la dernière fois que je l'avais vu, c'était dans Justice League, donc on a fait quand même pas mal de chemin depuis. Mais ouais, j'ai trouvé que du coup, la rivalité entre les deux personnages, les deux agents, était super intéressante à suivre. J'aurais presque aimé en voir plus d'ailleurs. Je sais pas ce que t'en as pensé. Dans Henry Cavill, je suis assez partagé. Je trouve qu'il y a une bestialité. Et le personnage a été construit autour de cette bestialité-là, sur cette capacité, mais c'est aussi une espèce de bully, notamment dans le Halo Jump. Il y a une scène comme ça, tu te dis est-ce que c'est vraiment trop Ouais, ce côté bully me gêne, alors que je trouve qu'il avait quand même cette bestialité, cette présence, limite il surclasse d'une certaine manière en charisme par certains moments Tom Cruise. Et c'est vraiment un équivalent assez différent. Et d'ailleurs, c'était dans le trailer, c'est-à-dire l'un est le scalpel, là où l'autre est la masse. Et quoi. le marteau, ouais, effectivement. Et ça, c'est génial, ça fonctionne excellemment bien. Après, l'histoire fait que je trouve que ça dessert un peu l'intrigue. Dans cette intrigue qui est un peu molle, peut-être, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses qui sont annoncées dès le départ, où il n'y aura pas de retournement de situation. C'est-à-dire que ce que tu as annoncé au départ, tu l'auras au final. Ouais, il y a enfin, je vois ce que tu veux dire. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de, comment dire, enfin ouais, on pivote en fait autour de l'idée que tu te fais déjà d'une scène lorsqu'elle commence. Et c'est vrai que du coup, c'est pas des renversements complets comme on en parlait souvent dans l'épisode sur Shane Black, mais il y a quand même deux trois twists qui m'ont permis de me dire ok, je suis pas exactement dans ce à quoi je m'attendais, mais j'ai tellement kiffé le film et en fait la mise en scène de l'action que la plupart du temps ça me déplaisait pas de savoir exactement ce qui allait se passer parce que trailer, parce que tu comprends très vite les ressorts ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que je trouve encore une fois que Rogue Nation faisait un meilleur travail là-dessus, notamment dans la scène d'opéra qui accumulait un certain suspense. Et je me souviens très bien que la première fois que je l'ai vu, j'avais vraiment aucune idée de comment ça allait pouvoir finir, alors que là la plupart du temps, comme tu dis, c'est assez prévisible, même si ils font toujours en sorte de te tenir en haleine. Ouais, voilà, de te tenir en haleine et aussi de te dérouter avec quelques informations, l'équivalent fake news du scénario, quoi. C'est-à-dire qu'on va te donner un certain nombre d'éléments pour te faire douter de ce qui va se passer, et quand ça se passe pas comme ça, tu dis heureusement que ça se passe pas comme ça. Mais c'est utilisé un peu trop dans le film. Du coup, sur la fin, tu te dis genre c'est un peu dommage. J'ai vu qu'il a coupé notamment une scène qui était dans le trailer et que je trouvais complètement dingue. Macquarie, parce que il trouvait que le film avait déjà trop d'action et qu'il était trop long. Et il y a des moments, je me suis dit, alors c'est possible qu'il y ait trop d'action et qu'au final, tu en prends tellement plein la gueule que ça devient indigeste. C'est bien aussi de pouvoir couper de ce côté-là.
mais d'un autre côté, je me dis aussi qu'il y a beaucoup d'éléments, entre guillemets, de fausses surprises comme ça, de fausses pistes qui sont lancées et souvent développées pendant quelques minutes, qui auraient peut-être pu être allégées pour laisser place à des scènes un peu plus spectaculaires. Mais voilà, c'était pas non plus... Enfin voilà, je précise encore une fois pour ceux qui nous écoutent, c'est absolument... pinailler ce qu'on est en train de faire, enfin en tout cas je veux pas m'avancer sur ton avis David, mais de mon côté c'est vraiment j'ai eu une telle expérience de cinéma comme j'en ai rarement, avec des pures sensations foraines quoi, vraiment les montagnes russes, parce qu'on utilise souvent cette expression je trouve, mais pour tout et pour rien, genre ah oui c'est surprenant, ça va vite, ça bouge, mais c'est la plupart du temps c'est notre cerveau qui encaisse toutes ces émotions. Là j'ai l'impression que mon cerveau encaissait les émotions, mais aussi mon corps. Et pour la petite anecdote, quand je suis sorti, j'avais vraiment une crampe à la mâchoire parce que j'avais serré mes dents trop fort pendant 2 heures et quelques. Mais c'était vraiment un truc où je m'en suis pas rendu compte avant de me tourner vers Jean-Baptiste, que je salue s'il nous écoute. Et en fait, on s'est regardé. Et tu sais, vraiment l'expression en anglais, jaw dropping, tu vois, genre d'un coup, elle a relâché toute la tension en mode c'est bon, c'est fini. Et ce genre de. Enfin. Quand je vais au cinéma et que ce genre de choses arrive, eh ben je fais confiance à mon corps. Je me dis peut-être que je peux raisonner, utiliser mon cerveau pour mettre le doigt sur certains points négatifs, mais globalement, si mon corps était comme ça, c'est qu'il s'est passé un truc et que ce truc mérite d'être salué. Non, mais carrément. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pinaillage et on pourrait croire qu'on est en train de faire le procès de ce film, alors que ce film, c'est sans doute le meilleur film d'action de ces 10 dernières années. C'est vertigineux. Tu rentres dedans du début à la fin, jamais il y a un relâchement, jamais. Alors oui, tu peux dire ouais, le scénario est limite un peu trop simple, mais d'un autre côté, il assume ce côté-là. Et c'est ça, moi j'ai trouvé ça génial. Il n'y a pas de blague, il n'y a pas d'humour. On n'est pas dans Marvel qui essaye toujours de dire regardez, on est dans une fiction, allez tiens, une bonne blague. Non, là tout est sérieux. Le personnage, il est crédible. Parce que déjà il existe par ce qu'il fait et non pas par ce qu'il dit ou par ce qu'on raconte de lui ou pour ce qu'on pourrait croire de lui. Il existe dans ses actions, dans toutes les choses qu'il fait, et d'ailleurs c'est ce qui fait d'une certaine manière qu'il y a un retournement de situation sur la fin, et c'est vertigineux, vraiment. Tu prends 2 heures de plaisir, mais incroyable quoi. T'as vraiment l'impression qu'ils ont décuplé les sensations que tu pouvais avoir sur certaines parties de certains Missions Impossibles et qui ont essayé de le dérouler le plus longtemps possible. C'est-à-dire que ok, donc on va sauter d'un avion, on arrive dans Paris, bon bah d'accord, il va avoir une course-poursuite, et puis une deuxième, et puis après on va arriver là-bas, donc il va avoir telle autre cascade, et en fait t'as vraiment l'impression que tu vis la scène de Tom Cruise qui est sur son bâtiment, mais qu'il n'y a pas de build-up, parce qu'en fait chaque scène d'action est le build-up de la suivante. Donc c'est un scénario qui en termes de d'intellect et va pas forcément te faire réfléchir pendant des mois, mais qui en termes de ce que ça permet d'exécuter à l'écran doit juste être brillant, parce que effectivement c'est peut-être en cela que le film est un peu plus character driven par rapport aux séquences d'action et par rapport au précédent. C'est que t'as vraiment l'impression qu'il n'y a pas de que les scènes d'action s'enchaînent de manière naturelle, même si, et c'est encore une fois c'est paradoxal, j'avais l'impression que du coup ça allait tellement vite que je me disais ça se trouve le rythme est là aussi pour quelque part m'endormir, c'est-à-dire mon corps réagit mais mon cerveau lui il a plus le temps de process l'information, donc il prend juste du plaisir et ça s'arrête là. Mais en même temps, comment ne pas prendre son plaisir devant certaines scènes, et notamment moi je pense à toute la séquence, toutes les séquences parisiennes, je trouve sont hallucinantes. Il y a des plans qui sont magnifiques. Alors on sait qu'ils ont pu tourner sur place, que Paris leur a ouvert les portes, etc. Je pense que c'est la première fois que je vois un film français y compris, filmé aussi bien et aussi fidèlement Paris quoi, qui utilise un peu forcément les grandes avenues, les monuments, les bâtiments qu'on connaît, mais aussi les petites rues de merde, le métro aérien dégueulasse et tout, et les petits recoins quoi. Et je trouvais ça super plaisant de pouvoir vivre comme quand toi tu te fais ta balade dans Paris et tu vois Tom Cruise avec sa moto faire la même, alors très très vite c'est sûr, mais j'ai trouvé ça brillant. Enfin je me suis dit, en plus ils ont fait l'avant-première à Paris, c'est vraiment une grosse lettre d'amour à notre capitale quoi. Quand on sait que Macquarie était venu à Paris passer des vacances pour débloquer un petit peu sa créativité et qu'il avait été à l'Opéra de Paris,
on se dit derrière ça a dû lui quand même lui souffler quelques idées, et il a bien rendu à la ville ce qu'elle lui avait donné sur le précédent film, je pense. Ouais, le décor, enfin chaque décor, hein, que ce soit Londres, Paris et après l'Afghanistan, mais tout est organique. Alors c'est l'avantage de filmer en lieu où c'est pas du CGI, c'est-à-dire que t'es vraiment là, t'as pas un plan de Paris où ça a été filmé 2 jours et puis tout le reste c'est ramené à Los Angeles. Non, t'es à Paris, t'es à Londres. Après, je crois qu'une partie se passe en Nouvelle-Zélande aussi. Même, je pense que la partie afghane, d'ailleurs, se passait en Nouvelle-Zélande. Là, après, je m'avance peut-être un peu. Mais c'était en Afghanistan que sont tournées ces scènes-là de la fin du film. J'ai l'impression que c'était plus près de l'Inde ou quelque chose comme ça. Mais je sais plus. Afghanistan ou Pakistan ? J'ai un doute là maintenant que tu... En tout cas, c'est pas l'Inde, mais c'est un des pays limitrophes de l'Inde. Voilà, je pensais plus à quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que ça peut ressembler aussi aux montagnes de l'Afghanistan, avec un mélange rocailleux et neige, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'ailleurs de voir, à part dans les films de guerre sur l'Afghanistan, justement, dans les films. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant sur cette scène, c'est qu'il y a un aspect très resserré autour d'un village. Et après, donc, t'as la scène d'hélicoptère. Là, ça sera dans la partie spoiler, mais quelle scène! Ouais, incroyable. Je pense qu'on commence à frôler un petit peu tout ça. Alors, je sais pas s'il faut qu'on revienne sur d'autres trucs sans spoiler. Peut-être sur le reste du casting. On avait parlé de Ethan Hunt et Ethan Hunt. On confond le personnage et l'acteur définitivement. Non, mais on a parlé de Tom Cruise que j'ai toujours trouvé aussi intense. Mais globalement, je trouve que le casting fait vraiment le taf. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont des petits problèmes avec Ving Rhames et Simon Pegg, mais je trouve qu'ils s'intègrent finalement assez bien dans l'ensemble. Et puis je vais être méchant, mais j'étais content de pas voir Jeremy Renner, même si ils avaient réussi à lui trouver un rôle à peu près satisfaisant dans le dernier. C'est toujours le mec un peu, tu sais, le potentiel Ethan Hunt qu'ils avaient casté pour ça, et au final il est là et il faut qu'il soit là, et c'était un peu con de l'avoir, et là ça faisait plaisir de revenir un petit peu sur les anciens, entre guillemets. Rebecca Ferguson, elle est toujours aussi formidable dans le film. Ouais, effectivement, j'ai toujours trouvé convaincante. Ouais, même si je trouve que dans la deuxième partie elle est beaucoup plus effacée, mais c'est l'histoire qui rend cet aspect-là, et ça aussi, j'y reviendrai dans la partie spoiler. Ouais, Simon Pegg et Ving Rhames, c'est des personnages anecdotiques qui sont cool. Je trouve que Simon Pegg est beaucoup moins intéressant que dans le précédent. Je le trouvais beaucoup plus fun, beaucoup plus présent peut-être, paradoxalement. Enfin, en tout cas dans son rôle, que là. Bah, je pense que c'est la limite en fait de toute du côté bande en fait de Mission Impossible. C'est que généralement t'as quand même un pool de personnages et ils essayent de tous les mettre, leur mettre un petit quart d'heure, etc. de gloire. Mais c'est vrai que plus les films passent et plus en fait le personnage d'Ethan Hunt paraît tellement surhumain que revenir sur eux, parfois ça peut vraiment te faire une espèce de descente littéralement, et tu te dis genre merde, ouais, effectivement faut aussi qu'on se cogne la petite équipe dans le van, et c'est pas toujours hyper finaux du coup la façon dont c'est géré. Je pense notamment, encore une fois on y reviendra dans la partie spoiler, mais la scène d'ouverture et comment le film démarre et pourquoi il démarre, je trouvais que c'était à la limite du ridicule en fait, que quelque chose comme ça puisse arriver. Les gens qui ont vu le film sauront de quoi je parle. Et j'adore le côté sur le fait qu'ils assument totalement. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le côté non second degré. Là, t'es dans le premier degré. Ouais, ça se passe comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que ça va complètement définir le personnage de Tom Cruise. Il existe que par cet acte-là. Et cet acte-là va marquer la totalité du film, la totalité de l'arc du personnage, est concentrée dans cette scène qui effectivement est un peu ridicule quand tu l'analyses en profondeur. Ouais. Après, c'est vrai que ça permet de donner un petit peu de corps au personnage de Ethan par rapport au 4 et au 5. Mais j'étais quand même relativement déçu parce que j'ai vu, entre guillemets, la mèche s'allumer
par rapport à cette scène, en me disant ça va servir un truc sur le personnage, et je trouve qu'au final l'exploration du personnage elle est encore un petit peu à tâtons, genre je sais pas si on peut vraiment raconter un arc autour du personnage ou si c'est juste cette espèce de totem de la franchise et point barre, tu vois. Et du coup j'ai l'impression que encore une fois il y a que Abrams qui a réussi à faire un truc sensible là-dessus, bon avec des ressorts qui sont enlever sa femme, donc c'est pas non plus hyper original, mais ça permettait vraiment de travailler le personnage et de se rendre compte que derrière les cascades complètement folles, il y avait un type plus ou moins fragile et plus ou moins pas très à l'aise dans sa tête. Et là, ouais, je sais pas, j'avais l'impression qu'ils essayaient de me raconter autour d'un truc autour du perso, et j'ai vu beaucoup de critiques parler que c'était vraiment une exploration du personnage et quelque part du mythe Ethan Hunt. Ouais. Moi j'ai trouvé que c'était assez superficiel en fait la façon dont c'était fait, et voilà, t'as le méchant qui répète voilà, ta fin elle va arriver et tout machin, et ouais, ok, on explore peut-être un peu le perso, mais c'est pas non plus au milieu d'un film d'action à un rythme complètement dingue et qui a des séquences complètement dingues, au final c'est plus qu'anecdotique, quoi. Non, carrément pas. Je trouve pas que ça soit... Toi tu trouves que c'est pas anecdotique? Non, mais on en reviendra dans la partie spoiler. Ah ouais, mais carrément pas. Ok, bon, on sera pas d'accord, il y aura du débat dans la partie spoiler. Ça marche. Donc après, il y a Sean Harris qu'on retrouve dans le rôle de Solomon Lane. Que j'adore, juste pour sa voix. Mais je trouve qu'il est très charismatique. Je le trouve encore plus charismatique dans ce film que dans le précédent. Dans le précédent, il avait ce côté un peu vilain de James Bond, qui était totalement assumé. Et là, t'as un peu le personnage en pleine décrépitude, si j'ose dire. Et c'est vrai qu'il est assez fascinant. Donc après Angela Bassett, je reviendrai aussi sur son personnage. Michelle Monaghan, donc celle qui faisait la femme dans l'épisode 3, on la revoit. Elle donne du corps au personnage, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Son rôle est après assez anecdotique, c'est sympathique de la revoir. Comme on pouvait l'imaginer, mais ouais, ça reste sympathique de la revoir. Donc Alec Baldwin est aussi génial. Ouais, il est ultra cool dans ce film. C'est vraiment la première fois où je me dis c'est stylé qu'il soit dans le film, tu vois. J'ai toujours un peu l'impression que c'était ce gars qui était là pour mettre son nom sur l'affiche. Et là, je suis content qu'ils aient réussi à en faire quelque chose dans ce film en particulier. Et c'est ça que je voulais dire dans le côté un peu pool de personnages. C'est-à-dire que c'est un peu comme les petites boules du loto, tu vois. Tu les tires au hasard et tu fais lui, il aura le droit à sa scène sympa dans ce film-là. Et l'autre, il devra attendre le prochain. Et donc après, il y a aussi Vanessa Kirby, qui ressemble à Nathalie Dormer. Ouais, un petit peu, et puis qui incarne un personnage qui s'appelle White Widow, donc du coup c'est, je sais pas si c'est une référence assumée au MCU, parce que je trouvais ça assez marrant qu'une nana qui est connectée à un monde d'espions puisse s'appeler White Widow, mais surtout que je pense pas que ce soit particulièrement une araignée en particulier, la White Widow, contrairement à la Black Widow. J'ai bien aimé le personnage. Après là, on est complètement dans de la James Bond girl. J'avais envie de dire de bas étage, et c'est un peu méchant, mais je veux dire assez basique, jolie, charismatique, tout ce que tu veux, mais t'es là genre ok, c'est un second couteau sympa, mais on est loin de l'effet que nous a fait Rebecca Ferguson avec le précédent film, pardon. Ouais, moi j'arrive pas, ce personnage, c'est l'un de ceux qui m'a sorti un peu du film. J'ai pas vraiment compris à quoi il servait, s'il y avait un build-up autour de quelque chose, ou ce genre de choses. Ouais, surtout qu'en plus, au fur et à mesure, le scénario te dit regardez, elle est super importante, et jamais tu te dis non, elle a pas l'air importante du tout, quoi. C'est clair, t'y crois pas vraiment au sein du film. Donc on va passer bientôt à la partie spoiler. Yes. Donc on se retrouve dans la seconde partie du podcast Actionneur. À tout à l'heure. À toutes, les amis.